6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Ernet. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une question du jour consacrée à la nourriture, ce sont les fêtes qui probablement jouent leur rôle. Et non, ce ne sont pas les réveillons qui me poussent à parler de nourriture ce matin, mais plutôt la crise environnementale et les doutes qu'elle fait peser sur notre alimentation. L'agro-industrie pollue les sols et les corps. Les labels bio, terroir, plein air n'inspirent plus confiance. Le petit producteur du marché n'est peut-être même pas bio. Bref, en caricaturant, on pourrait dire que ni les victimes de l'inflation, ni les consommateurs pointilleux ne savent encore à quel aliment se vouer. Une nouvelle promesse émerge ici et là, celle du sauvage. Bonjour Sébastien Dalgalarondo. Bonjour. Vous êtes sociologue au CNRS. Vous décririez un état de confusion alimentaire à l'heure actuelle ? Oui, on peut parler de confusion, vous avez raison. Confusion nutritionnelle, on ne sait plus très bien comment manger, ce qu'il faut manger, comment sont produits les aliments que nous mangeons. Et puis l'alimentation, c'est vraiment le lieu de multiples injonctions à la santé, à l'écologie. Donc le consommateur, que nous sommes tous, est assez troublé devant cet état de confusion que vous décrivez au début à travers la crise alimentaire. Comment manger est devenu un problème. Ouais. Donc dans ce cas-là, se tourner vers le passé peut être un réflexe sécurisant. Et même le passé le plus lointain aux yeux de certains, l'homme du paléolithique apparaît comme un modèle. Mais quel modèle, Sébastien Dalgalarondo, c'est quoi ? C'est un modèle de bonne santé ? Ouais, alors l'homme du paléolithique, c'est un modèle, une page blanche sur laquelle on peut inscrire beaucoup de choses, puisqu'on ne sait pas trop comment il vivait non plus. Donc c'est un bon moyen de se dire que la physiologie de l'homme du paléolithique est une référence pour un certain nombre de nouveaux mangeurs qui souhaitent s'ensauvager, ensauvager leur corps à travers l'alimentation, avec l'idée aussi que avec l'évolution, cette physiologie s'est affaiblie, la civilisation aurait fait ses effets et qu'il faudrait retrouver une santé un peu parfaite, celle de l'homme du paléo qui marchait d'un pas léger et qui ne laissait pas de traces derrière lui et qui était en parfaite harmonie avec la nature et capable de repérer tout ce qui était comestible, de s'alimenter de manière optimale d'une certaine manière. Donc voilà, cette référence on connaît le régime paléolithique, c'est l'idée qu'il faut reproduire à travers l'alimentation, l'environnement, le style de vie que pouvait avoir l'homme du paléolithique qui est redevenu une sorte de référence, une manière de bien manger et de préserver en même temps notre environnement. C'est aussi un modèle de masculinité peut-être, c'est lié ? Oui, il y a des enjeux moraux et politiques dans ce phénomène du retour. On voit très bien qu'il y a des formes d'essentialisation, bien sûr. Alors, parfois, l'homme du paléolithique charrie des visions un peu genrées de l'alimentation, avec l'homme qui irait chasser l'animal et la femme qui se contenterait de cueillir des plantes sauvages. Voilà, il faut faire attention quand même à tous ces phénomènes de retour, puisque il y a aussi parfois une recherche de pureté. Il faut dans le livre que nous avons écrit, il y a toute une dimension critique par rapport à ces mouvements-là qui parfois simplifient un petit peu les choses. Oui, mammouth et jeûne sont en fait les deux formes principales du régime du paléolithique, quoi. Oui, alors le jeûne, on sait, on a beaucoup travaillé sur le jeûne. Il y a beaucoup de personnes qui se remettent à jeûner en dehors bien sûr des pratiques liées aux religions, et que ce soit des stages ou un jeûne intermittent. Et donc là aussi, l'idée c'est de se dire que l'homme du paléolithique était forcé parfois de jeûner parce qu'il ne disposait pas d'alimentation, mais le jeûne pratiqué par les individus qui participent à ces stages actuellement, c'est aussi un moyen de répondre à cette confusion nutritionnelle et de se donner le temps, par cette rupture un petit peu volontaire d'alimentation, de réorganiser ses habitudes alimentaires et de développer une forme de réflexivité alimentaire qui nous semble intéressante, c'est-à-dire arriver à déconstruire, à se détacher
détacher des liens parfois un peu trop serrés avec l'agroalimentaire et nos habitudes, nos routines. Voilà. Donc par opposition à l'homme sédentaire et à l'animal domestiqué, le sauvage contient une promesse écologique en partie, de santé aussi. Le gibier, ça tient une place très importante dans cette nouvelle alimentation. Alors oui, il y a tout un chapitre qui est très intéressant sur la commercialisation de la viande de chasse, puisqu'il y a beaucoup de viande de chasse dont on ne sait pas trop quoi faire. Avant, ça circulait on donnait la viande de chasse aux proches et maintenant il faut penser à la commercialiser et donc on a étudié ces promesses et effectivement il y a l'idée dans la consommation de ce type de viande il y a l'idée que c'est à la fois moral au sens où on a laissé la chance à l'animal, il a vécu libre ça. Et il y a aussi cette idée d'une viande pure ce qui se révèle être faux la plupart du temps puisque bien sûr si on parle les sangliers ils mangent des déchets, ils sont tués avec du plomb et donc il y a du plomb et donc on recommande assez peu, enfin les spécialistes ne recommandent pas de manger beaucoup de viande de chasse, mais voilà il y a tout un imaginaire autour de la pureté de cette viande qui circule dans la promesse. Et on voit aussi des pratiques telles que la cueillette revenir, la cueillette de plantes sauvages, au-delà des champignons qui sont quand même restés. Oui, les champignons qui était une pratique qui ne s'est pas éteinte. Mais oui, il y a un regain, notamment chez les jeunes, de cueillette de plantes sauvages, alors, à la campagne, mais aussi en ville. Donc l'idée, c'est de se réapproprier son environnement et d'acquérir des connaissances susceptibles de pouvoir, nous diriger dans cet environnement et de cueillir les bonnes plantes, bien sûr, pour ne pas s'intoxiquer. Mais là, je dirais que l'avantage premier de ces nouvelles pratiques de cueillette, c'est de permettre à des individus de se réapproprier toute une connaissance qui a été perdue en une génération, on dira une ou deux générations. On le voit avec les champignons, il y a beaucoup de jeunes qui se remettent à la cueillette des champignons et qui, malheureusement, s'intoxiquent parce qu'ils ne possèdent pas ces connaissances ou ils utilisent des dispositifs technologiques qui sont pas suffisants. Donc voilà, ce qu'il faut peut-être mettre en avant dans ces nouvelles pratiques, c'est cette volonté d'acquérir de nouvelles compétences, en passant par la botanique notamment, mais qui permettent à chacun d'acquérir une certaine autonomie par rapport à l'alimentation. Et puis bon, cueillir des plantes sauvages, que ce soit en ville ou à la campagne, ça permet aussi d'enrichir une balade. Hein, mais on ne regarde pas notre environnement de la même manière quand on cherche un produit à consommer. Voilà. Je vous remercie beaucoup Sébastien Dagala-Rondeau d'être venu éclairer ces nouvelles pratiques en studio ce matin. Je rappelle que vous êtes sociologue au CNRS. Vous avez récemment publié avec Tristan Fournier un livre intitulé Rewilding Food and the Self. C'est aux éditions Routledge. Merci beaucoup. Merci à vous.